Politiquement vôtre sur Jéricho. Bonsoir et bienvenue sur Jéricho. Dans cette émission, nous accueillons ce soir le président du mouvement européen Lorraine, Jacques Oestler. Bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais signaler tout de suite aux auditeurs que vous avez signé une tribune dans le dernier numéro du journal La Semaine. Nous y reviendrons un petit peu plus tard si vous le voulez bien. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que vous prêtez votre plume à ce journal que l'on connaît bien sur l'antenne de Jéricho. D'abord, moi j'aimerais savoir ce qu'est le mouvement européen Lorraine et où prend-il racine? Bien, le mouvement européen Lorraine est une section du mouvement européen France dont l'origine remonte aux années 1949. En fait, Winston Churchill avait eu l'idée de préconiser l'unité de l'Europe pour au sortir de la guerre. Au sortir de la guerre. Donc, on connaissait le fameux discours de Zurich en 1946, qui avait été précédé d'ailleurs par un discours ici même, à Metz, au mois de juillet. Et vous avez encore une plaque devant le palais de justice. Donc, Churchill préconisait cette union, et en fait, il préconisait la réconciliation de la France et de l'Allemagne. Il a provoqué la réunion du Congrès de La Haye en 1948. Et au Congrès de La Haye, on a vu participer des députés, des ministres, des hommes politiques, des professeurs, et bien tous ceux qui souhaitaient l'unité de l'Europe. Tous ces gens-là ont débattu de cette unification. Et puis, à l'issue de ce congrès, ils ont décidé, les organisateurs, de rester ensemble pour promouvoir toutes les idées qui avaient été exprimées. Et cette organisation, c'est le mouvement européen. Le mouvement européen international, puisqu'il est présent dans plus de 40 pays. Bien sûr, le mouvement européen France a été créé l'année suivante, et il existe depuis 1949. Il a toujours accompagné la création de l'Union européenne, enfin de l'unité européenne, et il l'a même parfois inspiré. En fait, le mouvement européen n'est pas du tout au service d'un parti politique quelconque, il n'est pas non plus au service des institutions européennes. Cela ne l'empêche pas peut-être de faire du lobbying. Il essaie d'en faire, je vous l'ai dit, en inspirant quelques réformes, quelques institutions, un certain style de fonctionnement. Il le fait aussi en s'adressant aux citoyens européens qui restent à créer. Justement, vous avez le sentiment que ce mouvement européen peut faire mieux appréhender aux Européens que nous sommes eh bien ce qu'est l'Europe et l'intérêt que l'on a à l'assimiler et à la vivre au quotidien? C'est son ambition, c'est son objectif. Ce n'est pas encore la réalité des choses, malheureusement. Même si nous avons une audience de quelques milliers de personnes en Europe et même en France, ce n'est pas encore suffisant pour peser, influencer. Mais c'est notre objectif et je pense que l'Europe, d'une part, et les Européens de l'autre, en ont bien besoin d'être sensibilisés. Alors Jacques Oestler, vous dites dans la présentation du mouvement européen Lorraine que vous êtes une association qui est transpartisane, qui va, pour ce qui concerne la Lorraine et la Moselle, de Nathalie Griesbeck, députée européenne, à Jean-Luc Baul, en passant par Roger Kessel, le président du Conseil économique, social et environnemental, ou jusqu'à Dominique Gros. Pourquoi présenter un tel éventail aussi large? Tout simplement parce que ces personnalités que vous venez de citer et les partis qu'ils représentent, pas toujours dans leur intégralité, sont des partisans de la construction européenne. Quand je dis construction européenne, c'est au sens large, c'est avec les institutions, etc. Et la construction européenne au sens large peut se différencier des politiques européennes conduites à un moment donné. Il faut bien distinguer les deux choses, la personnalité et son comportement. Vous dites bien distinguer la personnalité de son comportement. Est-ce que vous avez le sentiment, pour revenir à l'Hexagone, eh bien que les Français et le landerneau politique français, la palette politique française, est une palette qui est plutôt pro-européenne ou pas très intéressée par les choses de l'Europe? Le positionnement vis-à-vis de l'Europe
est incontournable pour tous les partis politiques nationaux. Sans qu'on le sache très bien, l'Europe pèse de plus en plus dans les lois qui sont adoptées, dans les politiques qui sont conçues. Donc, c'est incontournable. Ceci étant, l'une des particularités, notamment en France, c'est que la position vis-à-vis de l'Europe a tendance à couper en deux certains partis politiques. Ça clive. Ça clive. Ça clive le Parti socialiste, ça clive l'UMP. Bon, je ne parle pas des extrêmes qui sont bien connus, mais pour les partis dits de gouvernement, ça clive. Sauf un parti, jusqu'à présent c'était le MoDem de François Bayrou, qui était assez clair dans ses prises de position, et maintenant je pense que ce sera aussi le cas de l'UDI, puisque Jean-Louis Borloo... L'Union des indépendants montée par Jean-Louis Borloo, portée par Jean-Louis Borloo, dont d'ailleurs Patrick Weiten fait partie, Jean-Luc Baul en fait partie également, et on doit noter que le 27 mars prochain, me semble-t-il, ils vont tenir convention à Montigny-lès-Metz. Pour vous, vous estimez que justement le landerneau politique français s'intéresse assez à ce qui se passe à Bruxelles ou à Strasbourg? Je dirais non. En fait, il s'y intéresse, c'est incontournable. Ceci étant, les partis politiques évitent de parler de ce qui les divise. Et à la veille de campagne électorale, ça pourrait se comprendre, au sens de l'intérêt égoïste des partis politiques, au sens de l'intérêt du pays et de l'intérêt des électeurs, c'est incompréhensible. Donc, je pense que l'Europe n'est pas assez présente dans les discours, dans les programmes des partis politiques, ne l'est pas assez dans les discours et les programmes des hommes et des femmes politiques, et devrait l'être davantage pour au moins deux raisons. D'une part, notre enjeu, notre destin collectif dépend de l'Europe. Tous ensemble. Tous ensemble. Et puis, d'autre part, les européennes, les élections européennes au Parlement européen sont devant nous, puisque c'est en 2014. Donc, il serait temps d'y penser. Il serait temps que les grands partis... Alors, question lesquels? Sont-ce des partis nationaux ou des partis européens qui doivent prendre position? Je pourrais répondre à cette question. Mais compte tenu de ces enjeux, de ces proximités, il serait souhaitable que l'Europe soit plus présente dans les discours politiques nationaux. On a souvent le sentiment que pour le citoyen, de quelque pays qu'il soit en Europe, justement cette énorme machine qu'est l'Europe, eh bien c'est quelque chose de tellement lointain, de tellement compliqué, de tellement technocratique. Effectivement, c'est le sentiment largement répandu. Ceci étant, il est assez objectif. L'Europe est un peu lointaine, elle est complexe. J'ai l'habitude de dire qu'elle est complexe à la hauteur des efforts qu'on n'a pas faits pour la comprendre. Autrement dit, le citoyen a une part de responsabilité dans cette méconnaissance. Il ne tient qu'à lui de faire les efforts pour comprendre. Et d'ailleurs, pour qu'elle soit plus proche et pour qu'elle soit plus simple, eh bien, on a créé le mouvement européen Lorraine. Nous sommes là pour ça. Donc, si vous voulez comprendre ce qui se passe, si vous voulez comprendre les enjeux, si vous voulez être éclairé avant de prendre position, eh bien, venez participer aux débats que nous organisons régulièrement, tous les mois, qui permettent de discuter, d'échanger, et par là même de s'éclairer mutuellement par des gens qui n'ont pas la même position. Bien sûr, ils sont européens. Mais certains sont plutôt libéraux, d'autres souhaiteraient plutôt qu'il y ait un État fort. En règle générale, ils veulent préserver ce qui a déjà été construit par les pères fondateurs, et ils veulent préparer un monde meilleur pour les générations de demain. Voilà ce que l'on peut faire. Moi, je voudrais prendre juste un exemple, qui est un exemple tout proche dans l'actualité. C'est l'intervention de la France au Mali, c'est cette crise malienne. Et visiblement, au fur et à mesure que cette crise se développait, on avait le sentiment que la France était un petit peu seule face à cette problématique et que l'Europe avait un temps de retard en termes de réponse ou de soutien à cette intervention française. Alors que les intérêts européens en Afrique sont importants, et on aurait pu penser que les Européens auraient pu, comme un seul homme, bien être derrière la France pour l'aider à résoudre cette crise. Vous voyez, c'est un exemple concret qui semble montrer aux citoyens, aux gens de la rue,
qui ne sont pas au fait des problématiques européennes, que l'Europe reste encore une espèce d'idée vague, de nuage. L'Europe n'est pas une œuvre achevée. L'Europe reste encore à construire très largement, même si elle existe depuis 60 ans. Vous parlez du Mali, vous auriez pu parler de la Libye. C'est pas l'Europe qui est intervenue en Libye, c'est la France et la Grande-Bretagne, soutenues par les États-Unis. Bien, au Mali, c'est la même chose. Alors peut-être la France, la décision s'est prise rapidement. Il y avait une nécessité absolue, des colonnes étaient en marche. Il fallait les stopper. Il fallait les stopper. Donc, là aussi, au passage, on voit bien que un État peut prendre une décision rapidement, l'Europe n'en est pas capable, et notamment dans le domaine de la défense. Comment vous expliquez ça? Parce que les États, notamment l'État français, existent depuis longtemps. C'est un État millénaire, c'est presque un prototype en Europe. D'autres sont plus récents, l'Italie, en Allemagne. Et l'Europe n'a pas réussi, disons, à constituer un État dans les domaines régaliens. Le domaine régalien, c'est les affaires étrangères, c'est la défense. Exception pour la monnaie. La raison, c'est qu'on a commencé, selon la méthode de Jean Monnet, par constituer une Europe fonctionnaliste. On a commencé par les intérêts économiques et sociaux, dans le cadre de la CECA. Mais on pensait que l'on pourrait passer simplement du domaine économique, accessoirement social, au domaine politique. Or, la politique, c'est une autre nature. Et nous avons eu beaucoup de mal à passer de l'économique au politique. Alors, on l'a fait par le traité de Maastricht, puisqu'on a créé à cette occasion l'Union européenne. Auparavant, on avait une communauté économique. Là, on a créé une union avec une ambition qui s'avouait comme étant politique. Mais entre l'affirmation, même dans les traités, et le vécu, il y a un monde. D'ailleurs, après Maastricht, on n'a pas du tout avancé dans le domaine de la défense. Il a fallu attendre que les Américains donnent le feu vert, voire poussent les Britanniques un petit peu vers les Français pour qu'à Saint-Malo, eh bien, les Britanniques et les Français décident d'avancer ensemble dans le cadre de l'Union européenne. Et on est un peu isolé. Alors certes, un peu plus tard, la Pologne, par exemple, quand elle a rejoint l'Union européenne, a manifesté un intérêt pour une défense européenne. La Pologne souhaite jouer un rôle politique dans cette construction. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas très nombreux. Vous estimez, à travers cette analyse très générale de l'Europe et de sa manière de fonctionner et d'être appréhendée par les citoyens, que les intérêts nationaux priment pour l'instant sur l'intérêt européen. On pourrait prendre le même exemple pour le dossier agricole. On pourrait prendre le même exemple par rapport au problème de la crise mondiale qui sévit en ce moment, où on a l'impression que c'est un peu sauf qui peut et chacun dans son coin. Oui, c'est vrai. Sur la défense, je voulais simplement dire qu'il y avait des pesanteurs nationales. Vous avez des pays qui étaient neutres et qui entendent le rester. D'autres qui ont été des puissances mondiales et qui entendent d'ailleurs le rester, la Grande-Bretagne et la France. Et vous avez des pays qui doivent sortir un petit peu de leur lourd passé, c'est l'Allemagne. Bon, si on met ça de côté, effectivement, la crise a provoqué des réactions d'adaptation. Mais les réactions d'adaptation spontanées et naturelles, et pas nécessairement politiques, sont des réactions un peu égoïstes, de protectionnisme, de retour vers ce que l'on connaît, vers ce qui protège de la mondialisation, qui protège les États-providence. C'est ça, il y a cette crispation et en même temps, vous avez une montée des populismes, vous avez une montée des nationalismes et vous avez aussi une montée des régionalismes et des régionalismes, disons, à fragmentation, ceux qui veulent l'indépendance. Donc, voilà les réactions d'adaptation à cette crise. Bien sûr, c'est pas ce qui serait souhaitable. Et François Hollande, quand il est intervenu dans le Parlement européen, l'a déploré en disant que les sentiments nationaux l'emportaient sur l'esprit européen, en le déplorant, bien évidemment. Alors, il y a de nombreuses questions qui se posent autour de l'Europe, bien évidemment.
On parlait tout à l'heure rapidement de la crise. Est-ce qu'à votre avis, l'Europe a su faire front ensemble face à cette crise ou pas? On a eu l'impression que non. Exemple, les Grecs ont été plutôt stigmatisés. Est-ce que ça, c'est l'esprit européen? À l'évidence, ce n'est pas l'esprit européen. Mais est-ce que l'Europe a su faire face à la crise? Je vous dirais que si elle n'avait pas su faire face, on ne serait pas là aujourd'hui. Pour discuter dans un monde apaisé d'un l'euro qui n'existerait plus, d'une Europe politique qui serait en miettes et des 10% de chômeurs parce qu'on serait à 25. Donc, oui, elle a fait face. Elle a fait face et ce qui m'a surpris agréablement, c'est que finalement, en 2008, fin 2008, rappelez-vous, après la chute de Lehman, eh bien, spontanément, d'abord les banques centrales, la Banque centrale européenne et la Fed aux États-Unis, ont su faire ce que les banques centrales n'avaient pas su faire en 1930. Ce qui prouve qu'on a quand même tiré les leçons de l'histoire. Et ça, c'est l'Europe qui les a tirés, ou du moins qui a su mettre en marche des mécanismes. Disons que ce sont les dirigeants européens. Pas seuls, il y a aussi les Américains, c'est-à-dire tous les Occidentaux ont tiré les leçons, mais les Européens ont su le faire. Et ensuite, pendant une période de 2008 jusqu'à 2012, eh bien, d'urgence en urgence, de Conseil européen de la dernière chance en Conseil européen de la dernière chance, eh bien, les décisions qu'il fallait prendre ont été prises. On a su faire face. Alors bien sûr, le pouvoir est tombé ou s'est rassemblé entre les mains de Merkozy, mais il fallait bien des gens pour concevoir et pour décider. Et dans l'urgence, ce n'étaient pas les institutions européennes avec leur lenteur et leur lourdeur qui pouvaient le faire. Donc jusqu'à juin 2012, dans l'urgence, on a quand même fait face. On a sauvé la Grèce. Il y a eu des interventions aussi, vous le savez, en Irlande, au Portugal, et puis on était prêt même à intervenir en Espagne. Donc, des institutions sont mises en place, le Fonds européen de stabilisation, par exemple, ensuite relayé par quelque chose de plus durable, le mécanisme européen de stabilité. Et puis, la bonne surprise, enfin pour les Européens, notamment celui que je suis, ça a été le Conseil européen de juin 2012, où à la demande des dirigeants, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, Herman Van Rompuy a présenté un cadre de progression, de construction de l'Europe, un cadre dans la durée, une vision, parce qu'on avait traité dans l'urgence. D'un seul coup, les pompiers des dernières années devenaient architectes. Et Van Rompuy a présenté, je vous rappelle, 4 axes principaux, l'union bancaire, l'union budgétaire, l'union économique et l'union politique. Alors ensuite, bien sûr, avec les conseils qui ont suivi, on était un peu douchés, puisque, en accord, notamment les Allemands et les Français, on a décidé de reporter au-delà des élections de 2014 l'union politique. Et si l'union bancaire a été retenue dans son principe, l'union budgétaire a été raccourcie. C'est pour ça d'ailleurs que lors d'une dernière réunion devant traiter du sujet, on avait parlé d'union budgétaire croupion. Parce qu'effectivement, il ne reste pas grand-chose. Le président du mouvement européen Lorraine, Jacques Oestler, est notre invité jusqu'à 19h. On revient sur l'Europe et les nombreux dossiers qu'on ne pourra pas aborder ce soir dans leur entièreté dans quelques instants. Politiquement vôtre sur Jéricho. Suite de Politiquement Vôtre sur Jéricho, et ce soir, nous accueillons jusqu'à 19h le président du mouvement européen Lorraine, Jacques Oestler. Vous êtes un fervent défenseur de l'Europe. Comment vous en êtes venu à rallier cette idée que l'Europe c'était essentiel pour le vieux continent? Oh, mais ça remonte à mes années d'études, enfin plutôt de lycée. Je me souviens avoir eu un professeur qui nous a fait découvrir l'Europe. Et d'ailleurs, quand je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à mon père, qui m'a dit effectivement que c'était une idée d'avenir et que le jeune que j'étais avait intérêt à s'intéresser au sujet. Bon, ensuite, ma vie professionnelle m'a conduit à essayer de comprendre le monde tel qu'il allait pour mieux diriger l'entreprise que je dirigeais, et par là même j'ai découvert toute l'importance de l'Europe
dans le destin de notre pays et dans le destin de chacun. Arrivé à la retraite, c'est le moment où on choisit à quoi on va consacrer son temps. Et l'Europe m'a semblé une noble cause à étudier, à approfondir et à faire connaître autour de soi. Ce que j'ai souhaité, c'est mettre la passion de comprendre le monde contemporain au service de la passion d'expliquer. Alors, Jacques Hessler, une question toute simple. Oui. Visiblement, cette Europe s'est bâtie sur des principes économiques. Vous parliez tout à l'heure de la CK avec les grands hommes que sont entre autres Robert Schuman, qui nous touche de près puisque il a vécu longuement à Sichazel. Cette Europe s'est construite donc sur un volet économique et visiblement on a le sentiment que l'Europe politique ne se fait pas et ne se fera pas. Le détour économique, aussi bien dans l'esprit de Jean Monnet que dans l'esprit de Robert Schuman, n'était qu'un détour, puisque dans la déclaration du Salon de l'Horloge, là, du 9 mai 1950, Robert Schuman parle des objectifs politiques. Donc, l'union politique faisait partie des objectifs des pères fondateurs. Or, le problème, c'est de la difficulté de réaliser cette union politique. Je vous ai dit qu'une étape avait eu lieu avec le traité de Maastricht. Et là, je pense que la crise, qui a un tas d'inconvénients, est aussi une nouvelle opportunité. Il faut absolument saisir, parce que si on ne la saisit pas, on aura du mal à sortir durablement de la crise. Et le calme qui existe aujourd'hui n'est qu'un répit. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais parlé de l'Europe à Capoue. Vous vous rappelez ce qui est arrivé à Hannibal. Il avait connu des succès, et ensuite il était à Capoue, et là, son armée s'est laissée endormir. Et c'est ce qui nous menace aujourd'hui. C'est ce qui nous menace aujourd'hui parce que je pense que les dirigeants politiques européens ne savent pas saisir l'opportunité de ce répit qui est dû aux déclarations de Mario Draghi, qui est le président de la Banque centrale européenne. Eh bien, il faudrait le mettre à profit, justement, pour aller davantage vers une Europe politique. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi, c'est le Parlement européen. Le Parlement européen a pris une position à plus de 500 voix contre l'adoption du budget, plus précisément du cadre de financement pluriannuel. C'est pas le budget d'une année qu'il conteste, c'est le budget des 7 années qui viennent. C'est-à-dire un budget qui va exister sur 3 parlements différents. Celui qui existe aujourd'hui, celui qui sortira des urnes en 2014 et celui qui sortira des urnes en 2019. Et que dit le Parlement ? Eh bien, nous prenons l'autoroute de l'histoire à contresens. C'est ça qu'il est en train de dire. Nous ne saisisserons pas l'opportunité. Et si on regarde ce qui se passe en Italie, je ne parle pas de l'élection du pape, mais si on regarde ce qui se passe en Italie, l'Italie, avec sa difficulté à trouver un gouvernement, puisqu'il n'y a plus de majorité, il n'y a pas de majorité au Sénat, eh bien, menace l'Europe tout entière. Nous sommes dépendants les uns des autres. Et ce qu'il faudrait, c'est appliquer la devise des 3 mousquetaires, hein, tous pour tous, tous pour un. On en vient justement à ces limites de l'Europe. Selon vous, président du mouvement européen Lorraine, qui connaissait ces dossiers par cœur, quand l'Europe doit-elle s'arrêter, ou plus exactement, poser définitivement ses frontières? Et là, on se pose tout simplement la question de savoir si il faut que la Turquie intègre l'Europe. On se pose également la question de l'entrée au sein du système européen de certains pays des Balkans. Pour vous, président du mouvement européen Lorraine, je pense que l'Europe doit parler de son identité, et donc doit accepter de se poser ces questions. Ce que les hommes politiques ne font pas entre nous. Mais ce serait bien si à l'occasion des élections de 2014, on se posait ces questions-là. Alors, quelques éléments de réponse. Bien sûr que nous souhaitons, c'était dans l'esprit des pères fondateurs, constituer l'unité de l'Europe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert les bras, un peu vite, aux pays qui est d'Europe centrale et orientale qui étaient sortis du joug de l'URSS. Alors, je dis un peu vite parce que ça a des conséquences. On n'a pas laissé peut-être à ces pays le temps de se préparer et on a privilégié l'unité politique, la reconstitution en quelque sorte de l'Europe, comme un peu Helmut Kohl avait privilégié la réunification de l'Allemagne, et notamment avait pris cette décision symbolique d'échanger 1 euro de l'Allemagne de l'Est contre 1 euro de l'Allemagne de l'Ouest,
C'était beau, simplement, ça a désertifié sur le plan industriel l'Allemagne de l'Est, puisque le lendemain, les entreprises n'étaient plus compétitives, avec des conséquences sociales que l'on sait. Donc, parfois, des décisions politiques ont des conséquences secondaires, mais parfois des conséquences négatives. Donc, on veut réunir l'Europe, il nous manque les Balkans, il y a des conditions que l'on pose, et heureusement, on voit bien que l'adhésion à l'Union européenne est une carotte que l'on brandit devant certains pays pour leur demander d'évoluer plus rapidement vers la démocratie et de s'assainir au plan politique et économique, et puis à d'autres plans, corruption, etc., soyons clairs quand même là-dessus, et de constituer de véritables États, parce qu'on parlait de l'État français tout à l'heure, mais dans d'autres pays, les États sont récents, voire en cours de constitution, véritablement. Lorsqu'on accueille d'autres pays, on voit bien qu'on constitue l'unité, mais dans le même temps, ça nous crée des obligations vis-à-vis de ces pays. Par exemple, d'accueillir des travailleurs qui sont moins payés qu'en Europe occidentale. Et le plombier polonais, naturellement, continue de faire peur. Et il faut savoir que lorsqu'on accueille des nouveaux pays, eh bien, nous multiplions les plombiers polonais. La problématique aussi de la circulation au sein de l'Europe, par exemple, ces populations roumaines qui sont un petit peu stigmatisées. Et pourtant, la Roumanie appartient à l'Europe. Parfois, on les renvoie, et on pense plus particulièrement aux Roms, que l'on renvoie joyeusement dans leur pays. C'est vrai, mais ça veut dire que la rapidité de l'élargissement n'a pas permis de faire préalablement cette mise à niveau préalable, donc elle se fait a posteriori. Donc, si ce n'est que transitoire, c'est justifié, c'est la mise en harmonie qui est absolument nécessaire. Bon, si maintenant vous me parliez de la Turquie, c'est effectivement un grand sujet. Nous arrivons aux limites géographiques de l'Europe. Alors il y a la Turquie, il y a l'Ukraine. C'est une limite géographique ou c'est une limite culturelle et économique, la Turquie, et sociologique? C'est une bonne question et selon l'angle de vision, la réponse n'est pas la même. Selon qu'on est d'un côté du Bosphore ou de l'autre? Ça c'est vrai. Mais c'est pas ça que je faisais référence. Sur le plan économique, la Turquie est une économie en plein développement, en pleine expansion. À la limite, on pourrait se dire, si on veut chercher des débouchés, intégrons la Turquie, on aura une locomotive de plus, puisque l'Allemagne n'assume pas tout à fait son rôle de locomotive. Elle a des excédents, elle ne les met pas, disons, au profit, elle les mutualise pas. Donc on pourrait dire ça. Sur le plan culturel, la séparation de l'Église et de l'État, qui pour nous remonte au début du siècle précédent, n'est pas encore faite en Turquie, et on n'en prend pas le chemin. J'ai l'impression qu'on enterre une fois de plus Mustafa Kemal. D'autre part, sur le plan démographique, eh bien la Turquie a un taux de natalité, un taux d'accroissement de la population bien supérieur à celui de l'ensemble de l'Europe. C'est d'ailleurs un des problèmes graves de l'Europe. Autrement dit, si vous intégrez... Hormis la France, visiblement. Hormis la France. Si vous intégrez la Turquie, eh bien, vous aurez le pays le plus important de l'Europe, puisque l'Allemagne sera bientôt en régression démographique. Est-ce que vous êtes prêts à avoir comme locomotive de l'Europe un pays, disons, qui n'a pas tout à fait la même culture, la même civilisation, enfin, n'est pas judéo-chrétien, soyons clairs. Je pense que ça pose problème. Au passage, je vous rappelle que c'était le même raisonnement qu'a défendu en 1954 Raymond Aron pour dire, attention, si vous souhaitez l'Algérie française, comparez les taux de croissance des deux populations. Donc Raymond Aron était pertinent en 54, il est dommage qu'aujourd'hui, beaucoup ne le soient pas. Le président du mouvement européen Lorraine, Jacques Osler, est avec nous jusqu'à 19h, invité de Politiquement Vôtre sur Jéricho. Parlons un petit peu de nos amis et voisins anglais. Le seul lien qu'on ait avec eux, c'est quand même le tunnel sous la Manche. Ils n'ont pas adopté l'euro. Quel est votre sentiment quant à ce qui se passe actuellement en Angleterre et l'attitude des Anglais vis-à-vis de l'Europe? Deux éléments de réponse. Le premier, c'est que finalement, nous partageons beaucoup de choses avec
nos amis britanniques, puisqu'on s'est retrouvés lors de 2 conflits mondiaux du même côté. Et donc ça, c'est l'histoire, une histoire récente. Deuxième sentiment, c'est que finalement, le général de Gaulle n'avait pas si tort que ça, lorsqu'à 2 reprises, il a expliqué que l'Angleterre était une île et entendait le rester, et donc n'était pas rattachée au continent. Voilà un petit peu ce que je pense. La Grande-Bretagne a souhaité la réunification, je parlais de Winston Churchill il y a peu, donc il a poussé dans cette direction, en expliquant bien que la Grande-Bretagne resterait en dehors du jeu. Elle a intégré l'Europe, mais avec une vision tout à fait différente. La Grande-Bretagne voulait une vaste zone de libre-échange. Ce qui l'intéresse, c'est le marché unique. Parce que le marché unique, rappelons-le, c'est quand même le plus grand marché au monde. Plus de 500 millions d'habitants et une demande solvable. Donc, ce marché unique a une puissance qu'il n'exerce pas sur l'ensemble du monde. Et les Britanniques, c'est un peu le cheval de Troie à l'intérieur de l'Union européenne. Il est bien à l'intérieur des murailles, mais il ne partage pas l'objectif. Il serait même dans certains cas contre-productif, en tout cas il est certainement sur le plan de la construction politique. Et nos amis allemands, dont vous avez parlé tout à l'heure en disant qu'ils ne mutualisaient pas suffisamment pour l'Europe, quelle analyse vous faites de leur attitude? Je faisais référence aux excédents commerciaux qui sont accumulés. Et dans un système économique bien compris, il est évident que les pays déficitaires ont un devoir de rééquilibrer, mais il est aussi souhaitable que les pays excédentaires relancent un peu leurs économies pour faciliter ce rééquilibrage. Ce que je dis n'est pas récent, c'est toute la bataille de Bretton Woods, lorsqu'on a créé le système monétaire international. Et qui représentait les pays déficitaires? Keynes, puisque la Grande-Bretagne était déficitaire comme tous les pays européens au lendemain de la guerre. Et qui représentait les pays excédentaires? C'était White, un Américain, et c'est White qui l'a emporté parce que les Américains ne voulaient pas assumer cette responsabilité. Alors finalement, les Allemands aujourd'hui se trouvent dans la même situation que les Américains autrefois, sauf que les Américains voulaient défendre l'Occident et que les Allemands font quand même partie de cette Union européenne, ce qui leur crée des devoirs. Je pense que là, il y a un certain déficit, disons, de solidarité pour simplifier. Alors, ceci, ça peut se comprendre. On accepte d'être solidaire que si les pays avec lesquels on va être solidaire, eh bien, sont raisonnables. Raisonnables sur le plan budgétaire, raisonnables sur le plan économique, mais regardons l'Italie, raisonnable sur le plan politique. Parce qu'il suffit qu'un seul des pays de l'Union dévisse. C'est comme dans une cordée, il va entraîner les autres. Donc on peut comprendre que les Allemands aient une exigence. Ce qu'on a craint d'ailleurs en 2011-2012, juste après les effets de la crise. Oui, on l'a craint lorsqu'il y a eu des élections dans certains pays. Le référendum grec, par exemple. On a tremblé aussi un petit peu, même aux Pays-Bas. Bien sûr, récemment, en Italie. Donc ce risque politique n'est pas écarté. Et puis, soyons clairs, sur le plan statistique, si on continue à jouer à la roulette russe, un jour on va tomber sur la balle qui est dans le barillet. Jacques Esler, ce sera quasiment le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes président du mouvement européen Lorraine. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces eurosceptiques, à celles et ceux qui les écoutent et qui ne croient pas trop à cette Europe? Qu'est-ce que vous auriez comme argument choc à leur avancer? Je pense qu'il faut lever un peu le nez, voir plus loin. Les démocraties sont malades du court-termisme. L'économie néolibérale est malade du court-termisme. Il faut avoir une vision à long terme. Eh bien, je dirais que l'Europe est une noble cause. Elle permettrait tous ensemble de faire face à l'évolution du monde, à la mondialisation. Elle permettrait de préserver notre système de protection sociale, de donner des emplois à beaucoup de monde. Elle permettrait aussi de léguer aux nouvelles générations de grandes idées, un idéal
et autre chose que nos déficits cumulés qui font la dette qui s'abat sur nous. Vous pensez que c'est ça qui va suffire à contrecarrer les 60% d'abstention aux dernières élections européennes, sachant que les prochaines se profilent l'année prochaine? Oh, ce n'est pas suffisant. Mais Guillaume d'Orange disait, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Donc, j'entreprends sans beaucoup espérer, mais j'espère que grâce à vous, eh bien, nous serons entendus. J'espère que le mouvement européen et d'autres associations qui vont dans le même sens réuniront de plus en plus de monde. Et j'espère que les citoyens européens auront à cœur de devenir de vrais citoyens, en plus de la citoyenneté nationale, puisque bien évidemment, construire l'Europe, ce n'est surtout pas défaire la France. Alors nous avons juste survolé, bien sûr, les dossiers de façon assez générale. J'aimerais renvoyer les auditeurs qui s'intéressent à l'Europe et qui veulent en savoir plus au site internet dont vous disposez. C'est à l'adresse suivante, mouvement-européen-lorraine.fr. Président du mouvement européen Lorraine, Jacques Oestler, merci d'être venu répondre à nos questions sur l'antenne de Jéricho. Cette émission est terminée. Vous pourrez réécouter Politiquement Vôtre demain à la même heure. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine à l'écoute de